Bonjour Jean Messia. Bonjour, Voilà, comment je allez-vous? rappelle que nous sommes le 9 mai 1945, ou plutôt non, nous sommes le 9 mai 2025, nous fêtons les 80 ans de la libération de l'Europe. Alors normalement ça se fête le 8 mai, mais les soviétiques le fêtent le 9, comme nous l'a rappelé Éric Branca. Nous allons parler justement de quelque chose où les soviétiques et le reste du monde se sont mis d'accord, et d'une manière assez bizarre. C'est quelques mois avant la libération totale, autrement dit la défaite du Reich. C'est en février 1945 qu'il y a la conférence de Yalta qui aboutit, dit-on, à un partage du monde. Alors en fait, les historiens disputent la question. Non, ce n'est pas véritablement un partage du monde. C'est d'abord une réunion entre grands pour se partager le pouvoir, et on verra après pour partager le monde. Comment est-ce que vous présenteriez, Jean Messia, ce partage du monde, ou Alors, cette conférence surtout? contrairement à une idée tenace, la conférence de Yalta n'était pas la conférence, au cours de laquelle il y a eu le partage de l'Europe. C'est plutôt la conférence de Potsdam qui interviendra quelques mois plus tard, en juillet 45, qui sera véritablement, comment dirais-je? La mise au point des sphères d'influence, de ce qu'on appelle les sphères d'influence américaines et soviétiques. Yalta était avant tout une conférence pour mettre fin à la guerre, puisque vous l'avez rappelé en exergue à votre propos, la guerre n'était pas encore terminée. Le nazisme n'était pas encore vaincu, le Japon encore moins. Et la conférence de Yalta suit la conférence interalliée de Moscou, au cours de laquelle, donc le 9 octobre 1944, quelques mois avant, au cours de laquelle justement il avait été question déjà en pointillé, en filigrane, des différentes sphères d'influence qu'auront les Américains, enfin les Alliés et les Soviétiques au sein de l'Europe libérée. En réalité, la conférence de Yalta, donc comme tout chacun sait, il y a les Américains, les Britanniques et les Soviétiques. Les Soviétiques, donc Staline, arrivent en position de force pour deux raisons. D'abord, son pays a fourni le plus lourd tribut à la guerre. Il n'est qu'à quelques encablures de Berlin. Euh, Roosevelt, le président américain, arrive affaibli, très affaibli par la maladie. Il a une sclérose en plaques qui l'emportera quelques semaines plus tard. Et Roosevelt fait preuve d'une méconnaissance totale des valeurs morales de son interlocuteur soviétique, qui pour le coup n'en a aucune. En tout cas pas de ce côté-là. Et donc Roosevelt est persuadé qu'en cédant le maximum de territoire et d'influence au sein de l'Europe à Staline, grand seigneur, Staline, par noblesse d'âme, ne pourra qu'acquiescer à un monde où la démocratie triomphe et où la paix triomphe, étant entendu que Roosevelt a déjà en tête la conférence de San Francisco qui donnera naissance à l'ONU et aux différentes instances financières internationales que sont le FMI et la Banque mondiale. Churchill est le seul lion du côté occidental, puisque vous savez qu'à Yalta, la France n'était pas représentée. Et non, grâce à Roosevelt qui avait décidé que la France était un pays pourri. Roosevelt était profondément, pas anti-français, mais anti-gaulien. Et c'est d'ailleurs Roosevelt, rappelez-vous, qui avait fait émerger de manière totalement artificielle la figure du général Giraud pour contester la figure gaulliste. Et je ne comprends pas d'ailleurs, à l'aune de cette détestation de la France libre par Roosevelt qui a reconnu le gouvernement de Vichy jusqu'en 1942. Il y avait un ambassadeur américain à Vichy jusqu'en 1942, jusqu'à l'invasion de la zone sud par les Allemands. Et malgré ça, la France, bonne mère, bonne fille, a accordé une station de métro au nom de Franklin Roosevelt. Allez comprendre. Et donc, au sein de la conférence de Yalta, c'est Churchill qui est le lion, je dirais, le plus agressif face à Staline, mais son pays est très affaibli par la guerre, et surtout, quelques mois auparavant, à la conférence interalliée de Moscou, Churchill avait déjà fait pas mal de concessions à Staline sur lesquelles il ne pouvait pas revenir, du coup, à Yalta. Et donc... Enfin, pardonnez-moi, Jean, sur lesquels il aurait pu revenir, puisque voilà, c'est un jeu diplomatique, et la situation ayant évolué, Churchill aurait pu évoluer. Mais lui aussi était d'abord quasiment socialiste dans ses origines, même s'il avait viré de bord après, et voilà, il était lui aussi victime de l'illusion qu'on pouvait discuter avec les communistes et avec Staline.
Tout à fait. Et puis il y avait, si vous voulez, l'Union soviétique à l'époque bénéficiait au sein des peuples européens d'une aura extraordinaire. Enfin, le goulag, le régime carcéral soviétique, tout ça était inconnu du plus grand nombre. En France, le Parti communiste français, qui était la tentacule communiste, enfin, de l'Union soviétique, se faisait nommer le parti des 75 000 fusillés après la guerre, hein, bien qu'il n'y en ait eu moins que 15 000. Mais oui, et même 4700 selon les études historiques les plus récentes. Voilà, donc, mais dans la population, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. L'Union soviétique, Stalingrad, c'est quand même la première grande défaite du Troisième Reich, qui a été un tournant dans la Seconde Guerre mondiale, fait que, effectivement, l'Union soviétique est drapée des oripeaux d'une très grande puissance libératrice. Et l'armée rouge, évidemment, bénéficie également d'une admiration non démentie dans les rues de Paris, de Londres, de Rome, en cet hiver 1945. Donc, effectivement, Staline arrive confiant à cette conférence. Et il arrive d'autant plus confiant que les Alliés, les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont encore une requête à lui demander, puisqu'ils veulent impérativement que l'Union soviétique entre en guerre contre le Japon, parce que pour l'instant, le Japon comment dirais-je, donne du fil à retordre, c'est le moins qu'on puisse dire, aux Américains. Les Américains qui, malgré tout ce qu'ils ont essayé, et on n'est pas encore aux bombes atomiques, hein, les Japonais résistent. C'est l'ère des kamikazes, donc ils sont prêts à aller jusqu'au bout du bout pour faire échec à l'entreprise de libération américaine. Et donc les Alliés veulent impérativement que l'Union soviétique entre en guerre sur le front sibérien, puisque cela aboutirait de facto à diviser les forces japonaises en deux, puisque une attaque terrestre de l'Union soviétique signerait la fin du Japon à ce moment-là. Et on avait vu effectivement qu'avec l'Allemagne, le fait d'avoir deux fronts était difficilement soutenable. Exactement. Et Staline va monnayer cette... alors que bon, pour lui c'est symbolique, puisque le Japon, bien que faisant preuve d'une résistance extraordinaire à ce moment-là, ou en tout cas peu prévisible, l'Union soviétique sait très bien que c'est tout à fait symbolique que de déclarer la guerre, et je crois qu'il déclarera la guerre à peine quelques semaines avant la capitulation sans condition du Japon suite aux deux bombes atomiques. Voilà, cette frontière en fait entre le Japon et l'Union soviétique qui était au cœur des discussions de Yalta, c'est une frontière très importante. On n'en a pas beaucoup parlé pendant la guerre, mais ce fut une frontière stratégique extraordinaire, puisque, en fait, comme le Japon était l'allié de l'Allemagne nazie, puisque rappelez-vous, lorsque les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne au lendemain de Pearl Harbor, eh bien, avec le jeu des alliances, le Japon déclare la guerre, donc le Japon entre en guerre, si vous voulez, avec l'Allemagne contre les États-Unis. Et donc, c'est parce que l'espion Zorg a assuré Staline que le Japon n'entrerait pas en guerre, bien que l'Union soviétique, comme elle est membre des Alliés, elle est ennemie du Japon. Bizarrement, le Japon n'attaque pas l'Union soviétique sur sa frontière. Il y a eu une espèce de guerre froide, d'entente d'entente des intérêts bien compris des deux, puisque ni le Japon n'avait les moyens de combattre l'Union soviétique en faisant une incursion dans sa frontière, ni l'Union soviétique, avant Stalingrad, n'avait les moyens, finalement, d'attaquer le Japon au risque de dégarnir le flanc ouest. Donc cette frontière, qui a été une frontière de guerre, n'a pas bougé. Et en fait, c'est parce que un agent double, en fait, Zorg, qui aura une carrière très importante après la guerre, a assuré Staline que le Japon n'entrerait pas en guerre, que Staline a pu dégarnir la frontière avec le Japon de millions, de centaines de milliers de soldats frais, ils étaient juste masse à la frontière, mais ils n'avaient jamais combattu, et ce sont ces soldats-là qui vont encercler la 3e armée de von Paulus à Stalingrad, et emporter la victoire, puisque la 3e armée de von Paulus était éreintée, mal équipée, mal nourrie, et donc les troupes soviétiques qui arrivent de la frontière japonaise, qui n'ont pas tiré un coup de feu, évidemment, font la différence à ce moment-là. Et donc, à Yalta,
on va reparler de cette frontière soviéto-japonaise, puisque en déclarant la guerre au Japon, l'Union soviétique allait utiliser cette frontière pour attaquer le Japon. Et donc les Alliés sont demandeurs, bien que ça soit symbolique, puisque de toute façon les Alliés, sans la déclaration de guerre de l'Union soviétique, auraient de toute façon gagné la guerre, mais ça participe de cet affaiblissement des Alliés à la conférence de Yalta, qui fera que Staline en sortira grand vainqueur, permettant à Staline de dicter ses exigences territoriales à la conférence internationale qui suivra, celle de Potsdam. Alors, quand vous dites que Staline sort grand vainqueur de la conférence de Yalta, qu'est-ce que Staline obtient ? Il obtient, si vous voulez, formellement, il obtient déjà un certain nombre de concessions. Par exemple, alors sans entrer dans les détails, il obtient des alliés l'idée que l'Union soviétique ayant été attaquée en 1914 et en 1941, que l'Union soviétique avait désormais besoin de ce qu'on a appelé le glacis défensif. Qu'en gros, même si à ce moment-là, il n'est pas question de préciser la nature de ce glacis, il fait entrer dans les têtes des Alliés que l'Union soviétique aura besoin d'une espèce de zone tampon, mais quand on parle de zone tampon, là, il s'agit d'États européens, pour la protéger finalement de guerres ultérieures. Et à ça, les Alliés concèdent. La deuxième chose, c'est que Staline obtient d'entrer le premier à Berlin. Alors, c'est pas très compliqué, puisque les Américains ont fait jonction en Allemagne avec l'Union soviétique à Torgau quelques semaines auparavant, et qu'ils ne seront probablement pas à Berlin avant les Alliés, mais en entrant les premiers à Berlin, dans la capitale du Reich, Staline obtient l'auréole de celui qui a terrassé effectivement le Troisième Reich. Rappelez-vous de cette photo extraordinaire, on voit les soldats soviétiques monter sur le Reichstag et, lever le drapeau avec la faucille et le marteau sur le Reichstag, photos et sculptures qui donneront lieu à une postérité extraordinaire, comme vous le savez. Donc, Staline obtient la victoire symbolique, si vous voulez, la prise de la capitale de l'ennemi. Alors que d'autres armées alliées étaient quand même prêtes à rentrer, dont d'ailleurs des troupes françaises qui n'étaient pas si loin que ça, et qu'on a stoppé dans leur élan, exactement comme Franchet d'Esprée avait été stoppé dans son élan à la guerre précédente. Exactement, et d'autant plus qu'à la limite, même si sur une carte de février 1945, l'armée rouge était la plus avancée dans le cœur du Reich, les accords précédents, si vous voulez, donnaient des ordres de préséance à qui rentrerait dans quelle zone le premier. Donc on savait, les Alliés savaient à peu près chose que les Soviétiques n'ont jamais respectée. C'est-à-dire que les Américains, parce que Roosevelt était extrêmement, comme je vous le dis, extrêmement naïf. Je vous rappelle quand même que Roosevelt a rapidement, à partir du 22 juin 1941, a élargi tous les dispositifs d'aide réservés à la Grande-Bretagne à l'Union soviétique. C'est-à-dire la loi Kashkari et la loi Prebaï, qui était la manière dont Roosevelt avait contourné les velléités du peuple américain à entrer en guerre, parce que le peuple américain, comme vous le savez, en 1940, était extrêmement isolationniste. Il ne voulait pas s'engager dans une guerre européenne, surtout après le souvenir de celle encore brûlant de celle de 14-18. Et Roosevelt savait que les États-Unis, finalement, n'auraient pas le choix que d'intervenir, et qu'il fallait commencer à aider les Alliés pour pas que l'Allemagne nazie gagne sur tous les fronts. Donc il a mis en place un certain nombre qu'il a fait voter par le Congrès, la loi Prebaï, la loi Kashkari, qui permettait en fait à tous les Alliés officiellement, mais in fine ça n'a été que la France et la Grande-Bretagne, d'acheter du matériel américain en faisant passer ça pour du business. Kashkari, c'est-à-dire vous payez, vous emportez, et le Prebaï, c'est effectivement du matériel américain, mais avec des paiements échelonnés. Et donc ces dispositifs-là ont été élargi à l'Union soviétique à partir de 1941, et l'Union soviétique bénéficiera de plus de 20 milliards de dollars d'aide américaine au cours de la Seconde Guerre mondiale, aide qui ne sera évidemment jamais remboursée, compte tenu du contexte qui interviendra après, et surtout à partir de 1947. Je rappelle qu'à ce moment-là, l'Union soviétique à Yalta n'a pas encore la bombe atomique, alors que les Américains sont sur le point de l'obtenir, ce qui est quand même assez paradoxal, puisque si on regarde la qualité et la quantité des armements, ça devrait être les États-Unis qui arrivent en position de force.
Or, ce sont les soviétiques qui arrivent à inculquer finalement leurs intérêts et à faire valoir leurs intérêts en Europe, préparant ce que Churchill appellera le rideau de fer. Alors, je rappelle que nous sommes en train de recevoir Jean Messia sur cette émission spéciale consacrée au 8 mai 1945, que bien sûr, il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier de nos invités, et que si vous ne savez pas quoi faire pendant que vous nous écoutez, n'hésitez pas à aller sur radiocourtoisie.fr et à utiliser le formulaire de don. Jean Messia, voici Staline qui a conquis une influence diplomatique certaine, qui a sécurisé plusieurs choses auxquelles il tenait, et parmi lesquelles les pays baltes, par exemple. C'est-à-dire Staline, qui avait profité du pacte germano-soviétique pour bouffer les pays baltes, perd les pays baltes au moment de la rupture du pacte germano-soviétique. Avec Yalta, c'est à nouveau la Pologne et les pays baltes qui sont posés sur la table. Et là, l'Occident, très tranquillement, décide que, après tout, être sous dictature communiste, c'est pas plus mal. Et on va faire en sorte de garder la chose avec des trucs complètement aberrants, comme par exemple le gouvernement polonais. Donc il y avait un gouvernement polonais en exil, ouais. Et il y avait un gouvernement communiste. Et évidemment, les Alliés avaient fait des promesses incroyables aux Polonais en exil, et Staline va s'asseoir très tranquillement dessus. C'est tout à fait exact. Merci de compléter le tableau que je m'efforçais de brosser à gros traits. Mais bravo. C'est tout à fait exact. En fait, à Yalta, c'est plutôt comment dirais-je, l'objectif a été de redessiner les frontières, hein, davantage que de parler de l'influence respective des pays victorieux au sein des pays libérés. Donc, par exemple, la frontière russo-soviétique s'établit au même endroit que la veille du pacte germano-soviétique. Donc, l'Union soviétique, en fait, récupère non seulement les territoires soviétiques qu'elle a perdus par l'invasion allemande, mais récupère aussi une partie de la Pologne. Et la Pologne, en fait, reçoit en compensation des territoires perdus au profit de l'Union soviétique des territoires gagnés sur l'Allemagne. D'accord ? Après, vous avez effectivement les pays baltes qui redeviennent des républiques soviétiques, alors qu'ils étaient des pays libres pendant l'entre-deux-guerres. Et vous avez également, vous en avez parlé, ce qu'on appelait le gouvernement de Lublin. Le gouvernement de Lublin c'était un gouvernement en fait monté de toutes pièces par l'Union soviétique, qui était censé représenter les Polonais, mais qui ne représentait que les Polonais communistes, mais qui était aidé par l'Union soviétique, qui était réfugié, allez comprendre pourquoi, à Londres. Et les Alliés vont obtenir que ce gouvernement de Lublin soit ouvert à toutes les tendances politiques polonaises pour que ça soit une sorte d'embryon de la démocratie polonaise dans la Pologne libérée. Évidemment, Staline, ça coûtait pas grand-chose de dire oui, sachant qu'une fois que la Pologne a été libérée, donc du coup, il y a eu effectivement des libéraux, des gens de droite, etc., des radicaux dans le gouvernement de Lublin à l'espace de quelques mois. Et puis ensuite, quand la Pologne a été libérée, comme l'armée rouge était sur place, n'est-ce pas, le gouvernement de Lublin s'était forcé de faire taire les voix, soit en les déportant, soit en les assassinant, etc., pour récupérer la totalité de l'influence, sachant que, évidemment, lorsque vous avez une armée qui est présente sur le territoire, l'armée rouge en l'occurrence, les zones d'influence, si par exemple les États-Unis avaient prévu 10 ou 20% d'influence dans le pays, je ne vois pas tellement comment elles pouvaient le faire respecter. D'autant plus que ce malheureux Roosevelt a eu la très mauvaise idée d'annoncer en avance de phase, je crois que c'était à la conférence de Téhéran, et qu'il a confirmé un peu plus tard, donc la conférence de Téhéran en 1943, qu'il a confirmé un peu plus tard, que les États-Unis ne resteraient pas plus de 2 années, enfin l'armée américaine ne resterait pas plus de 2 années après la fin de la guerre sur le territoire européen. Donc c'était du pain béni pour l'Union soviétique qui, elle, ne comptait certainement pas, retirer ses troupes, puisque les dernières troupes soviétiques, rappelez-vous, sont parties dans les années 90 de l'Allemagne. Donc c'est dire si l'Union soviétique a maintenu bien au-delà des promesses, et pas seulement à Berlin, parce que vous allez me dire, oui, mais les Alliés aussi, oui, c'était juste en Allemagne, mais tout ce qu'ils appelaient les pays frères, et notamment depuis les révoltes de 56 à Budapest et de 67 à Prague,
l'Union soviétique a toujours eu des bases, des hommes placés en grand nombre dans ce qu'ils appelaient les pays frères, c'est-à-dire les pays soumis à l'Union soviétique. Le prétendu glacis. Le prétendu glacis soviétique, glacis défensif. Donc, effectivement, il a été question, je dirais, beaucoup de frontières. La carte de l'Europe a été en quelque sorte redessinée en prenant un peu de ce qu'il y avait avant-guerre et puis un peu en tenant compte des différentes victoires de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, effectivement, pour garantir des démocraties embryonnaires dans les pays, notamment les pays immédiatement limitrophes de l'Union soviétique, les Alliés ont cherché à introduire, ou en tout cas à faire reconnaître un certain nombre de partis politiques qui n'étaient pas représentés dans les gouvernements en exil financés par Moscou, eh bien, à les faire représenter. C'était purement formel, puisque comme chacun sait, lorsque les choses se sont refermées et que l'Allemagne a été vaincue et qu'on est rentré dans la guerre froide, tout ça n'aura duré que le temps des cerises. Et ça aura surtout permis à Staline d'identifier immédiatement les élites opposées à ses projets. Exactement. Et de pouvoir les éliminer tranquillement. Aujourd'hui, quand on lit les livres d'histoire, on présente Yalta quand même comme une espèce de victoire de l'Occident, une espèce d'intelligence incroyable. Vous avez parlé de Roosevelt, de Churchill, ce lion. Voilà, moi, j'avais tendance à trouver qu'il était un peu décati, le lion, un peu alcoolo, un peu dépressif, et puis surtout un peu préoccupé de son empire pourrissant. Et lui aussi faisant très bon marché de la France, de l'Italie et d'une manière générale du reste de l'Europe, puisque qui ne fait pas partie, l'Empire britannique est quand même considéré un peu comme un sous-homme. Et Staline, en fait, avec Yalta, réussit à obtenir une partition du monde. Bien sûr, vous avez raison de le rappeler, c'est surtout la conférence de Potsdam, mais là, les bases sont posées. L'Amérique isolationniste, en fait, veut revenir sur ses bases et ne pas être présente dans le monde entier. On verra évidemment qu'elle changera d'avis et qu'après, elle ira porter la démocratie à coups de bombe un peu partout. Barack Obama, prix Nobel de la paix, ayant arrosé très généreusement de drones à peu près l'intégralité des pays, où il comptait installer la démocratie. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, en 2025, 80 ans après, se dire que Yalta a véritablement constitué un échec complet de la part des démocraties européennes et américaines par rapport à l'expansionnisme communiste, ou est-ce qu'on peut sauver quelque chose de Yalta ? Non, je crois que Yalta... Ma question n'est pas du tout orientée. Yalta a signé finalement l'affaiblissement, l'affaissement du monde occidental qui, pour moi, s'est suicidé au XXe siècle. Les guerres fratricides qui ont eu lieu entre occidentaux, puisque c'était ça, le reste du monde n'ayant été entraîné qu'à la faveur des influences des colonies, des empires, etc., ça a durablement affaibli l'Occident, les 30 Glorieuses n'ayant été comment dirais-je, qu'une victoire, ou en tout cas qu'une prospérité en trompe-l'œil, en quelque sorte, puisque vous avez vu qu'à partir de 75, si on regarde tous les fondamentaux, les critères démographiques, les critères de croissance, etc., l'influence de l'Occident sur le monde n'a cessé de décliner. Qu'est-ce qui restera finalement ? Il restera l'économie. Vous savez, il y a quelque chose dont on ne parle pas du tout s'agissant de Yalta, c'est que les Américains, la raison pour laquelle les Américains, contrairement aux promesses de Roosevelt, puisque par la suite, les promesses de Roosevelt n'ont absolument pas été évidemment entendues au sujet du rapatriement de l'armée américaine aux États-Unis. C'est parce que les États-Unis, étant passés en économie de guerre, ils avaient des surplus monstrueux à écouler. La croissance américaine, en fait, la déclaration de guerre américaine a fait définitivement sortir les États-Unis de la crise de 29. La crise de 29, qui était une crise à la fois de surproduction et de sous-consommation. Et le New Deal a été un pansement, mais n'a rien réglé. Le New Deal de Roosevelt, du même Roosevelt en 1933, c'est véritablement la guerre qui va absorber tous les surplus américains et pour permettre effectivement à l'Europe de continuer à acheter ce que produisaient les usines, évidemment, qui ont fleuri comme des champignons à la faveur de la guerre, eh bien, il fallait absolument que l'Europe se rétablisse. Et donc, il y a un biais économique évident des États-Unis qui voulaient garder le maximum d'influence en Europe, parce que qui dit influence dit client.
Et en fait, ils nous ont attaché une chaîne et un boulet avec le plan Marshall et le reste. Et le plan Marshall, ça a été précisément la manière de dire on vous file du pognon américain, mais à condition que vous achetez nos jeans Liberto, nos chewing-gums et notre whisky. Je caricature. Oui, et puis surtout nos machines agricoles. Nos machines agricoles, les voitures. Nos engrais. Exactement. Et donc, si vous voulez, comme disait le général de Gaulle, hein, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Les États-Unis ont principalement libéré l'Europe parce qu'ils voulaient, en arrière-plan évidemment, ils voulaient tout simplement rétablir un marché mondial où ils pourraient à nouveau exercer leur suprématie productive et pouvoir écouler leur production. Il y a aussi cette mentalité très américaine depuis la création de la colonie, c'est aucun service n'est gratuit. Donc je vous aide, en fait, c'est un prêt. Exactement comme Trump avec Zelensky, je vous aide, mais des accords miniers. Là, l'Amérique avait dépensé des armes et des enfants et du sang, et donc il était normal que l'Amérique se paie sur les pays qu'elle avait contribué à libérer, quitte d'ailleurs à exagérer l'ampleur de ses bienfaits et à faire payer une dîme extrêmement sévère. C'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que si on doit résumer par une formule, les États-Unis construisent le monde pour se construire eux-mêmes, alors que la France, et notamment la France de Macron, tente de construire un monde où la France elle-même se détruit. Voilà, donc c'est quelque chose que n'a pas compris Macron, qu'effectivement la générosité a des limites et que la générosité bien comprise commence par soi-même. Exactement, et si vous voulez, l'universalisme français, il était destiné à l'exportation, c'est-à-dire qu'il fallait exporter, c'est d'ailleurs tout le sens de la colonisation française que d'aller apporter les valeurs universelles de la France dans des contrées et dans des civilisations où on n'avait pas entendu parler. Ça n'était certainement pas que le monde entier. C'était donc la France devait embrasser le monde. Or, aujourd'hui, c'est le monde qui embrasse la France. Et dans la vision macronienne, le monde même lui administre le baiser de la mort. Voilà. On va prendre une minute de plus juste pour dire que l'un des résultats aussi de Yalta et de Potsdam, c'est l'ONU. Et que c'est justement cet instrument voulu désespérément par Roosevelt qui sera en fait l'instrument de la perte de l'influence diplomatique de chaque pays, puisque ce grand machin fond l'ensemble des nations dans une prétendue volonté unique. Alors, attention, ils ont quand même bien calculé leur coût dans la mesure où il y a quand même les 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui gardent un pouvoir exorbitant sur l'ONU avec un droit de veto, etc., qui fait qu'au sein de cette agora internationale, le machin, comme disait le général de Gaulle, le machin de New York, eh bien, les grandes puissances entendaient quand même conserver le privilège des vainqueurs. Les grandes puissances, dont la France, grâce à De Gaulle. Dont la France, grâce à De Gaulle, que Macron, aujourd'hui, entend contester, puisqu'il veut européaniser le siège de l'ONU, comme il veut d'ailleurs européaniser l'arme nucléaire, la dissuasion nucléaire française. Donc, vous savez, le monde est toujours un monde dangereux, et seuls les pays qui sont restés souverains et qui sont restés sûrs de leur identité triomphent. Merci mille fois, Jean Messia.